Le premier bulletin de la journée, cher Tidiane, que nous démarrons avec le trafic, l'affaire du trafic sur les passeports diplomatiques qui connaît une nouvelle tournure. Et c'est apparu dans plusieurs parutions de ce matin dans la presse sénégalaise. Fatigant, la division des investigations criminelles selon Libération qui a neutralisé une mafia entre les affaires étrangères et la présidence après signalement du général Séléniaï. Les deux agents des affaires étrangères et les hommes d'affaires qui ont acheté en diplôme ont mouillé le chancelier Amadou Kébé, recherché actuellement par l'État pour arrestation. On signale également que d'autres agents de l'État du Sénégal sont impliqués dans cette histoire. Et puis retenez que le fameux sésame se vendait entre 5 et 6 millions de francs CFA. Le fameux comité va en parler tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis, crise dans le secteur de l'éducation, la jonction sur le front social fait craindre le pire. Abdoulaye Fane, le président, le porte-parole plutôt de l'UNAPES, est convaincu que le contexte préélectoral est en train d'envenimer la situation. Il était l'invité de Soir d'Info. Je vous propose de suivre cet élément signé là-dessus, Marcel Maron. Le secteur de l'éducation en ébullition avec un climat social extrêmement tendu. La contestation gagne les universités avec Bambey comme point de départ d'un mouvement qui risque de gagner toutes les universités du pays. L'université Cheikh Anta Diop est déjà entrée dans la danse, de même que l'université Gaston Berger qui soutient l'université Alioune Diop de Bambey. Cette paralysie se note également dans l'élémentaire et le moyen secondaire, puisque les syndicats d'enseignants ont renoué avec les débrayages et grèves pour contraindre l'État à respecter les accords signés avec les syndicalistes. D'où cette tension sociale qui peut s'expliquer par le contexte préélectoral dans lequel se trouve le pays. Syndicats aussi, comme ils sont dans leur rôle. Syndicats saisir situation au vol. Les syndicats sont dans le rôle. C'est évident qu'ils vont profiter de cette situation préélectorale pour contraindre l'État. Mais à mon avis, le plus important, c'est d'inviter les parties prenantes autour de la table et surtout d'éviter la destruction des biens. L'immixtion des politiques dans ce dossier ne va certainement pas calmer la situation. En tout cas, la journée a été chaude hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec des étudiants qui se solidarisent avec leurs camarades de l'université de Bambey. Ils en ont profité également pour exiger de meilleures conditions d'études et de vie. Nous voyons cela dans cet élément signé Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Au loin, ça sent l'odeur de fumée. De près, des pneus brûlés à l'intérieur de l'UCAD. Des pierres jetées jonchent le long de l'avenue Cheikh Anta Diop, des grenades lacrymogènes qui tonnent. Une violente manifestation commencée depuis 6 heures du matin et puis vers 11h10, les étudiants signent la paix avec les forces de l'ordre. J'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu votre doléance. Oui. Mais c'est pas de cette manière-là que vous devez exposer votre doléance. On est d'accord. C'est pas en jetant des pierres. Vous pouvez vous faire entendre autrement, mais pas casser les biens appartenant à autrui. Et vous êtes assez responsable, vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas n'importe qui. Ces étudiants apportent leur soutien aux étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. C'est pour exiger des meilleures conditions de vie. Au moins avoir la liberté estudiantine. Parce que ce qui se passe à Bambey, nous le ferons tous. Donc c'est ce qui a poussé les universités du Sénégal au moins de descendre sur le terrain pour montrer la solidarité qui nous réunit en tant qu'étudiants. On va continuer jusqu'à ce qu'on puisse avoir un gain de cause à l'université de Bambey. L'avenue Cheikh Anta Diop garde encore les stigmates de cette violente manifestation. Les étudiants lessivés par cet affrontement interpellent le président de la République pour des solutions définitives.
Et puis l'exploitation du pétrole et du gaz va offrir au Sénégal une croissance de 11,5% en 2023. C'est une étude de la Direction générale de la planification et des politiques économiques sur les retombées de l'exploitation du pétrole et du gaz. Elle souligne que le financement des dépenses d'investissement grâce aux recettes provenant de l'exploitation aurait une incidence positive sur l'activité avec le PIB, la consommation, les investissements privés qui augmenteraient en moyenne respectivement de 2,56%, 1,8% plutôt, et 3,8% sur toute la période d'exploitation. Rappelons que les premiers barils sont attendus en 2023. Et puis, pour vous donner des chiffres beaucoup plus palpables, retenez que GTA et SNCE vont assurer 500 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal par an sur 30 ans. Merci beaucoup, cher Tidiane. Ah bon, ça reste encore fini, je suis à l'ouest, je reviens de loin. Tu viens d'arriver, Fatih Dieng. Et puis en sport, Teungueth FC, dans l'attente de la réouverture du stade Ngalandou Diouf, obligé de recevoir à Mbao, une situation déplorée par le club soutenu par la Ligue sénégalaise de football professionnel qui appelle l'État du Sénégal pour une rapide réfection du stade de Rufisque. On voit cela dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadou Ba. Teungueth FC est dans l'obligation de recevoir ses matchs loin de sa base pour un bon moment. La cause, le saccage du stade Ngalandou Diouf qui laisse un goût amer au sein du club, leader de la Ligue 1. Nous le déplorons vraiment, c'est dur. Nous rappelons à la population rufisquoise que le football n'est qu'un jeu qui n'a pas besoin d'actes de vandalisme. Nous prions Dieu pour que cela n'arrive plus à la réouverture des stades. Joueurs, supporters, dirigeants espèrent une rapide réhabilitation du stade Ngalandou Diouf. La Ligue sénégalaise de football professionnel en appelle à l'État. Ces incidents vont pouvoir permettre à Teungueth FC d'engager des dépenses éventuellement, de stresser même le staff de Teungueth, et c'est ça qui est regrettable. Aujourd'hui, Teungueth était dans une très bonne dynamique, dans une dynamique d'enthousiasme, de popularité, etc. Donc ça peut un tout petit peu casser cette dynamique de fair play et d'éthique sportive qu'on voyait en Rufisque lors des matchs de Teungueth FC. Teungueth n'a pas le droit d'aller au-delà de ses bases naturelles. Et la Ligue souhaite véritablement que les autorités municipales, le ministère des Sports, la fédération, tout le monde puisse aider Teungueth à engager les travaux nécessaires pour permettre à l'équipe de recevoir au niveau de ses bases naturelles. Teungueth FC, locomotive du football local depuis au moins 3 saisons, puisait une de ses forces, de sa base affective. La privation du stade Ngalandou Diouf risque de lui jouer des tours. Premier test le week-end prochain. Tidiane, là, c'est vraiment fini. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Ce sera le 7h Info. Tout de suite, les actualités internationales avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fati, bonjour également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à la team. Ravi de te retrouver Ibou. Plaisir partagé. Alors, on démarre l'actualité hors de chez nous avec cette explosion en Haïti d'un camion-citerne qui fait des dizaines de morts. Au moins 62 personnes ont été tuées par l'explosion d'un camion-citerne hier mardi en Haïti. Le bilan d'une tragédie qui fait également de nombreux blessés dans un état critique. Le drame s'est produit dans la zone de Carrefour Samarie à Cap-Haïtien. Selon Patrick Almalor, le maire adjoint de Cap-Haïtien, le chauffeur du camion-citerne aurait tenté d'éviter une collision avec un motocycliste, perdant ainsi le contrôle de son véhicule. Des habitants se sont ensuite précipités vers le camion pour récupérer le carburant dont Haïti manque actuellement et très cruellement. Mali, rencontre entre Assimi Goïta et Emmanuel Macron à Bamako. La rencontre est prévue pour le 20 décembre prochain. C'est dans un contexte diplomatique tendu qu'Assimi Goïta va recevoir donc le président français dans la capitale malienne. C'est la première fois que les deux chefs d'État se parleront à face après plusieurs échanges
par téléphone. Le président français est donc attendu le lundi 20 décembre. Fin coïncidant ainsi avec la fin de l'opération Barkhane, potentielle arrivée des paramilitaires russes, dont le pays ou encore une durée de transition malienne depuis plusieurs mois. Les deux chefs d'État rivalisent d'amabilité par déclaration interposée. Lutte contre la Covid-19, le Ghana va infliger une amende de $3 500 aux compagnies aériennes pour chaque passager arrivant sans avoir été entièrement vacciné à la Covid-19. Dernière mesure prise donc par le pays pour accentuer les restrictions. Les compagnies aériennes seront pénalisées du même montant pour les passagers qui n'auront pas rempli de formulaire de déclaration. En Biélorussie, des opposants écopent des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. Des peines très lourdes ont été prononcées donc hier mardi à l'encontre de plusieurs détracteurs du régime d'Alexandre Loukachenko, le maire de la chef de l'opposition, également écope de 18 années de détention. 5 autres sont condamnés à des peines allant de 14 à 16 ans. Parlons aéronautique. Dernier tour des pistes pour l'Airbus A380. La fin d'un avion mythique avant d'être livré à Emirati, la compagnie aérienne de Dubaï. D'ici la fin de l'année, début 2022, le dernier exemplaire de l'avion fabriqué par Airbus à Toulouse a quelque peu modifié ainsi la trajectoire de son vol pour faire plaisir également aux amateurs. 14 années après le lancement de ce modèle, construit donc par Airbus pour son dernier tour de piste dimanche, un joli au revoir de 200 km donc de long que le site Flydar n'a pas manqué de relayer. Sokhna Fati, et pour terminer, une note de culture à la rumba congolaise inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. L'information a été confirmée hier donc par l'UNESCO, une nouvelle étape de l'histoire d'une musique déjà très riche qui a traversé des siècles et des frontières tout en se modernisant. Les deux capitales, à savoir Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, avaient mis de côté leurs litiges qui les opposent pour défendre cette candidature commune depuis de longs mois. Sokhna Fati, c'était tout pour la version française. On se retrouve dans quelques instants pour le Wolof. Merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la version Wolof, les actualités internationales. Merci beaucoup. Tout de suite, accueillons Cheikh Diop pour la revue des titres.